merci à tous d'être venus écouter ces deux du coup, présentations sur du R. Je vois que ça a ramené du monde, donc c'est plutôt cool. Si je me présente rapidement, donc je suis data scientist à Tammo depuis 2017. Et quand j'ai démarré à Tammo, j'ai démarré une thèse CIFRE. Donc je travaille à Tammo et en collaboration avec le laboratoire de maths de Montpellier. Et du coup, je suis encadrée, très bien encadrée, par deux enseignants-chercheurs qui sont membres de l'équipe Probastat à l'IMAG et qui sont aussi qui sont maîtres de conf et professeurs à Paul Valéry dans le master MIACH. Et puis à Tammo, je suis entourée par Leïla Bougeret et Julien. Donc le sujet de ma thèse, tel qu'il m'a été présenté le premier jour, c'était en une phrase, c'est modélisation des réponses utilisateurs à une campagne de publicité mobile. Donc l'idée, ça va être à travers ce talk de voir un peu ce qu'il y a derrière tout ça. Donc comment ça va se dérouler? Je vais rapidement vous expliquer un peu le contexte de la publicité, etc. Après, on va faire un peu de maths, mais normalement, ça devrait bien se passer. Et après, je vous expliquerai comment moi, non-développeuse et data scientist, j'ai réussi à développer un package en R. Alors, la publicité sur mobile, qu'est-ce que c'est? Donc je vous ai fait un petit glossaire pour commencer parce que je vais sûrement utiliser beaucoup de ces termes. Et pour moi, ils sont familiers, mais il vaut mieux les avoir en tête. Donc ce qu'on appelle une impression, c'est lorsque une publicité s'affiche sur une application ou un site. Enfin, si vous ouvrez Le Monde et qu'une pub s'affiche, on considère que c'est une impression. Un clic, c'est si vous cliquez sur cette application. Et après, il y a deux types d'entreprises, on va dire. Il y a d'un côté les SSP, donc c'est des entreprises qui travaillent avec tout ce qui est éditeur de logiciels, toutes les applications, les sites comme Le Monde, et donc ils vont monétiser des espaces publicitaires pour ces sites ou ces applications et organiser des enchères. Et de l'autre côté, on a les DSP, donc eux, ils travaillent plutôt avec les annonceurs, donc les Coca, McDo, Nike, qui veulent présenter leurs nouveaux produits, et du coup, ils répondent à des enchères via un DSP. Et donc, ces SSP et ces DSP, ils communiquent via des bid requests quand on envoie une proposition d'enchère et des bid response quand on répond à cette enchère. Donc, ce qui va m'intéresser dans le talk, moi, ça va être ce qu'on appelle le taux de clic. Donc, le click-through rate, c'est le nombre de clics sur le nombre d'impressions. Donc, petit schéma illustratif de ce que je viens de vous dire. Donc, en gros, ça, c'est si vous, avec votre téléphone, si vous ouvrez Le Monde, vous allez avoir une publicité qui apparaît. Et bien, en fait, qu'est-ce qui se passe quand vous ouvrez votre application? Il y a une information qui est envoyée au SSP qui lui dit il y a un emplacement publicitaire qui est disponible. Et le SSP, lui, il va renvoyer cette information au DSP. Donc, nous, à Tammo, on est un DSP. Et l'idée du DSP, c'est que lui, il a un inventaire de publicité parce qu'il travaille avec des agences de pub ou des publicitaires en direct. Et parmi toutes les pubs qu'il a dans son inventaire, il va proposer un prix et la pub qui semble la plus adaptée à l'emplacement publicitaire. Donc il va renvoyer la pub avec le prix au SSP et le SSP va renvoyer à l'application Le Monde la publicité. Donc tout ça, vous n'êtes pas censé le voir, c'est censé être transparent. Parce que tout ça se passe en moins de 200 millisecondes. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc l'objectif de la thèse. Donc ma mère, quelques mois après le début de ma thèse, ne comprenait toujours pas qu'est-ce que je faisais et quel était l'objectif de cette thèse. Donc j'ai essayé de lui expliquer simplement. Donc ici c'est un peu caricaturé, mais l'idée c'est que je lui dis quand tu vas tous les soirs méditer sur ton application préférée, méditer avec Petit Bambou, a priori, si les choses sont bien faites, elle devrait voir apparaître une publicité lui suggérant d'acheter le dernier Père Noël automate en vente chez Jiffy. Parce que ma mère est très fan des Père Noël automates, donc voilà. Donc depuis, elle a compris. Et du coup, quand elle tombe sur une pub de Père Noël, je suis à peu près sûre qu'elle va cliquer. Donc voilà. Donc, un peu plus sérieusement, du coup, l'objectif de la thèse, c'est essayer de cibler la bonne publicité à la bonne personne au bon moment. Donc pour ça, il y a deux étapes qui ont été... les travaux se sont réalisés en deux étapes. Donc première étape,
on a essayé de regrouper des campagnes qui se ressemblent. On a fait des groupes de campagnes, donc je vais vous expliquer juste après pourquoi. Et dans la deuxième étape, on a utilisé ces groupes de campagnes de la première étape pour faire de la prédiction de ce fameux taux de clic à chaque fois qu'on a une proposition d'enchère qui arrive. Donc ce soir, je vais principalement vous parler de l'étape 1. Je vous expliquerai rapidement l'étape 2 pour vous donner le contexte de pourquoi on fait l'étape 1. Mais voilà, on va surtout regarder l'étape 1. Donc comment on fait pour classer ces campagnes publicitaires? Donc ça, c'est les données que j'utilise tous les jours, enfin depuis 2 ans. Donc on a... alors, est-ce que le pointeur... Voilà, ici, on a l'ID d'une campagne, donc ça pourrait correspondre à une pub de Nike, par exemple. Et là, on a pour chaque contexte, donc ce que j'appelle un contexte, c'est un jour donné, une plage horaire donnée, un type d'OS donné, est-ce qu'on est sur une application ou un site, quel est le type de la publicité, quelle est sa taille. On a un nombre d'impressions et un nombre de clics associés. Et donc nous, on en déduit un taux de clic, du coup. Donc on voit que pour une même campagne, elle est observée plusieurs fois, à la fois dans le temps et à la fois selon qu'elle est diffusée sur Android, iOS, etc. Donc ça, c'est vraiment le format des données sur lesquelles je travaille. Alors, je pense que vous connaissez sûrement tous la loi binomiale sans peut-être la nommer comme telle, mais quand on lance, par exemple, si on lance une pièce 10 fois et qu'on regarde le nombre de fois où on tombe sur pile, et ben ça, c'est ce qu'on appelle une loi binomiale. Donc ici, ce qu'on modélise avec le taux de clic, c'est la même chose. On essaie de voir sur le nombre de fois où on a fait des impressions, donc le nombre de fois où on a exposé des gens à la publicité, combien de fois la publicité a été cliquée. Donc c'est pour ça qu'on a modélisé notre taux de clic, nos nombres de clics par une loi binomiale. Avec n, du coup, c'est notre nombre d'impressions, donc ce que je vous disais, le nombre de fois où la publicité est affichée. Et du coup, P, c'est une probabilité de clic sur un des contextes donnés. Donc un contexte, c'est une ligne. Donc voilà, et nous, ce qu'on modélise, du coup, c'est le nombre de clics, donc Y, sur le nombre d'impressions. Notre fameux CTR. Donc là, on arrive naturellement à cette équation. Non, je rigole. Je vais vous expliquer, on va un petit peu revenir en arrière pour que dans quelques slides, cette équation soit évidente pour vous. Donc, reprenons un peu les bases. Qu'est-ce que c'est une régression linéaire? Donc, j'ai pris un exemple. On est une entreprise de 300 salariés et on essaie de voir, on a relevé le salaire de tous les salariés et on essaie de voir si, selon certaines caractéristiques, donc l'ancienneté des personnes, dans quel département elles se trouvent, en recherche ou en développement, ou je ne sais pas, selon le sexe de la personne et le type d'emploi, est-ce que c'est un cadre, un agent de maîtrise, un technicien? On essaie de voir 2 choses. On peut essayer de voir quel est l'effet de toutes ces caractéristiques sur le salaire, est-ce qu'on peut en tirer des conclusions? Et aussi, on peut essayer de s'amuser à se dire, si on a l'ancienneté, le département, le sexe et le type d'emploi, est-ce qu'on peut prédire un salaire d'une personne et à quel point on est proche de cette prédiction? Donc comment on traduit ça en stats? En fait, on se dit que le salaire, c'est ce qu'on cherche à prédire, la variable qu'on cherche à expliquer, et on la note Y. Donc si je prends la première ligne, le Y1, ça correspond en fait au salaire de la première personne. Et on va écrire que son salaire, il est égal à un coefficient, donc tous les bêtas dans cette équation, c'est ce que justement le modèle de régression linéaire cherche à estimer. Et donc on va se dire c'est égal à un coefficient que pour l'instant on ne connaît pas, fois l'ancienneté de la personne, plus le coefficient sur le sexe, fois la modalité que la personne est un homme ou une femme, plus le coefficient qui correspond à son département et à son emploi. Et on fait ça pour chaque ligne. Et du coup, l'idée de la régression, c'est essayer de trouver une estimation de tous ces paramètres bêta pour que cette combinaison linéaire-là, elle soit la plus proche possible du véritable salaire de la personne. Donc, d'un point de vue, si je résume cette information-là
dans une écriture un peu plus matricielle, on a ici, donc Y c'est notre vrai salaire, donc c'est ce qui est ici, et on essaie, nous, d'estimer tous ces paramètres-là, bêta, pour que, au final, l'erreur qu'il y a entre le vrai salaire et le salaire qu'on estime, elle soit la plus petite possible. Donc c'est ça le principe de la régression linéaire. Bon, s'il y a des matheux dans la salle, ils seront ravis de savoir que du coup l'estimation des bêtas est égale à ça. Voilà. Et pour les autres, c'est pas important. Donc, comment on passe de nos salaires à nous, notre cas, c'est le CTR. Donc ça, c'est le salaire de l'entreprise précédente, là. Comment est réparti le salaire dans l'entreprise. Donc on voit que là, on a ce qu'on appelle, c'est quelque chose de très populaire en statistique, c'est on a une loi gaussienne, une cloche qui est centrée en la moyenne. Mais nous, on a, c'est des taux de clic. Donc c'est quelque chose qui est entre 0 et 1, et vous voyez que ça n'a pas du tout l'allure d'une cloche. Donc on ne peut pas utiliser exactement le modèle qu'on a utilisé juste avant, mais quasiment finalement. Ce qui diffère, c'est ici, au lieu d'avoir directement notre Y, qui était notre salaire, ici nous c'est notre taux de clic, le Y sur N, et on rajoute ce qu'on appelle une fonction f, qui est une fonction de lien, pour transformer cette variable-là, et du coup se retrouver avec la fameuse cloche qu'on espérait avoir. Donc, dans le cadre de la thèse, ça c'est les variables que j'ai utilisées pour essayer de prédire le taux de clic. Donc la variable dont je vous parlais tout à l'heure, est-ce qu'on diffuse sur une application ou un site? Quel est le type d'OS? Le type de publicité et la taille de la publicité. Donc, la formule qui était entourée en rouge tout à l'heure, c'était une estimation qui était faite par moindre carré. Et ici, on va voir que l'estimation, le moyen qu'on utilise pour estimer ces fameux coefficients correspondant aux différentes variables, c'est une méthode un peu plus compliquée, mais je vais vous la présenter juste après. Alors, du coup, je vous ai montré comment on pouvait écrire le CTR par rapport à toutes les variables qu'on a à disposition, mais ça ne nous dit toujours pas comment on peut regrouper ces fameuses campagnes et faire du clustering. Donc l'idée, c'est de décider d'un certain nombre de groupes. Donc là, j'ai pris un exemple avec 3 groupes, et de voir quelle campagne on met dans quel groupe. Donc l'idée du clustering, c'est juste de se dire, au lieu d'avoir tous ces paramètres-là qui sont les mêmes pour toutes les campagnes, et si on a 3 groupes, on aura ces paramètres-là estimés pour un groupe, ces paramètres-là qui auront leur propre estimation avec les données de ce groupe-là, et ces campagnes-là qui seront estimées à partir de ces coefficients-là si elles sont dans le groupe 3. Donc on peut se dire que ça fait beaucoup plus de choses à estimer parce qu'on triple le nombre de paramètres à estimer, mais au final ça nous permet aussi d'affiner la valeur des choses qu'on a estimées parce qu'on les estime sur un ensemble de campagnes qui se ressemblent plus et du coup ça donne des résultats plus précis. Donc comment on fait pour se dire telle campagne je la mets dans tel groupe et pourquoi dans le groupe 1 et pas dans le groupe 2? Donc on utilise ce qu'on appelle un algorithme EM. Donc c'est un algorithme très connu en statistique qui existe depuis bien longtemps. Donc c'est un algorithme itératif parce qu'en fait il est composé de 2 étapes, donc l'étape E et l'étape M. Et on répète l'étape E et l'étape M alternativement jusqu'à ce qu'on considère que l'algorithme a convergé, enfin jusqu'à un seuil de tolérance qu'on considère assez petit et qu'on arrête l'algorithme. Donc l'étape E, en fait, c'est l'étape qui va permettre justement de calculer quelle est la probabilité que la campagne, donc ici là j'ai 4 campagnes et là j'ai 3 groupes. Et l'étape E, elle est censée calculer, enfin elle calcule la probabilité que la campagne 1, elle appartienne au groupe 1. J'ai du mal avec le pointeur, désolé. La campagne 1, elle a une probabilité d'appartenir au groupe 2 à 58%, au groupe 3 à 40% et au groupe 1 à 2%. Donc une fois que l'étape E est faite, on passe à une étape M. Donc l'étape M, elle est en charge de mettre à jour l'estimation de nos fameux paramètres bêta, en s'appuyant sur l'étape E. Et après, on revient à l'étape E et l'étape M, etc., jusqu'à ce que
jusqu'à la convergence. Et du coup, ce qu'on est censé obtenir à la fin de notre algorithme, c'est qu'on se dit, bon, ben, la campagne 1, voilà ses probabilités d'appartenance à chacun des groupes. Et donc là, ben, on prend la probabilité maximale et on se dit qu'à 98%, la campagne 1 appartient au groupe 3. Et là, on se dit, bon, on est à 60%, 20%, 20%. C'est pas un cas forcément où c'est très tranché l'appartenance de la campagne 2 à l'un des trois groupes, mais on va quand même prendre la probabilité la plus grande et on va l'affecter au groupe 1. Donc voilà. Donc ça, c'est la manière dont on affecte chacune de nos campagnes à nos différents groupes. Donc comment après on essaie d'analyser tout ça? Donc là, je vous ai représenté un cas où j'avais fait tourner l'algorithme sur 5 groupes différents. Donc je vous ai juste affiché ici le groupe 1 qui a 39 campagnes et le groupe 5 qui en a 73. Donc le genre de conclusion qu'on peut tirer de ce groupement, enfin de ce clustering. Donc déjà en abscisse, on a le CTR moyen pour ce groupe de campagnes-là. Donc là, on peut voir déjà que le CTR moyen, il est beaucoup plus haut pour le groupe 1 que pour le groupe 5. Et en abscisse, en fait, ça correspond aux variables temporelles, c'est-à-dire, comme je vous le disais, dans nos différents contextes, on regarde jour après jour, donc en comptant les 7 jours de la semaine, quel est le taux de clic, et fois le nombre de plages horaires. Donc ça nous fait un certain nombre de variables temporelles. Donc on peut suivre pour chaque cluster temporellement le taux moyen de CTR. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Ben, c'est pas très lisible, mais en gros, en très plein, c'est la diffusion sur les sites et en pointillé sur les applications. Et en rouge, enfin dans les couleurs rouges, c'est quand on diffuse sur Android et en bleu sur iOS. Donc ce que nous indique le cluster 1 quand on trace ces profils-là, c'est que a priori le cluster 1 il regroupe des campagnes qui diffusent plutôt bien sur les sites. On voit que le CTR moyen pour les sites en très plein est bien au-dessus des applications. Et le cluster 5, lui, il diffuse a priori plutôt bien sur tout ce qui est application, parce que c'est les traits en pointillés qui sont au-dessus des traits pleins. Bon, on a arrivé au bout de notre clustering, mais maintenant l'idée ça va être de comprendre comment on va utiliser ce clustering pour notre objectif final qui est prédire le taux de clic. Donc, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc, à quoi il m'a servi ce clustering? Donc, on a mis, bon là je vous ai donné un exemple, 2 modèles en compétition. Et donc, on va essayer de voir lequel est le meilleur. Donc, mince, je vous ai spoilé, désolé. Le premier modèle, donc on va partir d'un exemple. On considère qu'on a une campagne publicitaire qui s'appelle la campagne 1 et qu'elle a les probabilités, la probabilité, comme je vous disais tout à l'heure avec notre algorithme, l'algorithme me dit qu'elle a une probabilité d'appartenir au groupe 1 de 0,2, au groupe 2 de 0,6 et au groupe 3 de 0,2. Mais là, dans ce modèle-là, on se dit, en fait, on n'a pas envie forcément d'affecter la campagne 1 au groupe 2, comme on aurait pu le faire au préalable, mais on va plutôt se dire, bon, on va calculer la prédiction dans le cas où la campagne elle appartient au groupe 1. On va faire la même chose dans le cas où la campagne appartient au groupe 2, et la même chose si la campagne appartenait au groupe 3. Donc on va se retrouver avec 3 prédictions. Et comment on va obtenir notre prédiction finale? On va pondérer en fait chacune des prédictions qu'on a calculées par leur probabilité d'appartenir à chacun des groupes, et on aura une probabilité de clic final qui a bien pris en compte chacune des probabilités d'appartenir à un seul groupe. Donc ça nous permet, quand on a des campagnes comme ça qui ne sont pas franchement affectées à un groupe, on n'est pas à 0,99 sur un groupe et aucune probabilité dans l'autre, ça nous permet un peu de prendre en compte l'appartenance de la campagne à chacun des groupes. Le modèle 2, lui, on se dit, bon, la campagne 1, donc c'est toujours celle-ci, on fait la probabilité max et voilà, on l'affecte au groupe 2.
Mais ce qu'on va faire en plus, c'est qu'on va dire au modèle, je ne sais pas si vous vous souvenez du tableau que j'ai présenté au tout début avec les données, mais on voyait bien que pour une même campagne, il y avait plusieurs lignes, donc il y avait plusieurs observations pour une même campagne. Bah, c'est ce qu'on va vouloir expliquer au modèle. On va lui dire, prends en compte que les observations d'une même campagne ont une dépendance entre elles. Ce n'est pas des données qui sont indépendantes parce qu'elles appartiennent à la même campagne. Et donc pour cela, on utilise ce qu'on appelle un modèle mixte sur toutes les données du groupe auquel on a affecté, donc cette campagne-là plus toutes les campagnes de ce groupe-là. Et on va estimer toujours pareil nos paramètres bêta, là ça ne change pas, mais on rajoute aussi l'estimation de ce qu'on appelle notre effet campagne, donc un petit coefficient propre à chaque campagne qui va être ajouté à notre calcul de prédiction. Et comme ça, on aura une prédiction propre vraiment à chaque campagne. Donc au final, comment savoir si le modèle A est mieux que le modèle B, ou est-ce que les deux sont nuls ou les deux sont bien? Ce qu'on utilise comme métrique, c'est la log loss. Donc la log loss, comment elle est calculée? Donc là, on a une campagne avec un contexte donné. Bon, je vous ai enlevé les colonnes avec le jour de la semaine, l'heure, l'OS, parce que ça ne rentrait pas dans la slide. Et on a un nombre d'impressions associées, un nombre de clics. Les non-clics, du coup, c'est impression moins clics. Le CTR qu'on cherche à prédire, la prédiction qu'on a obtenue, et du coup, cette fameuse log loss. Donc cette log loss, elle est calculée par cette formule-là. Donc le nombre de clics fois le log de notre prédiction, plus le nombre de non-clics fois le log de 1 moins la prédiction. Donc on voit qu'on calcule une log loss par observation. Et comment on peut calculer la log loss de tout notre jeu de données? Eh bien, on somme toutes les log loss de chacune des observations et on somme le nombre d'impressions globales. Et donc ici, je crois que je l'avais noté parce que on a une log loss de 0,099. Bon, c'est pas très, je pense que ça vous parle pas forcément. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Donc justement, on a pris, pour vous donner un peu l'ordre d'idée, j'ai pris un modèle qu'on a appelé le modèle naïf et j'ai calculé sa log loss. Donc ce modèle naïf, en fait, il est naïf. Il prend les données qu'on a observées pour la veille. Donc si on est, aujourd'hui on est jeudi, il est 19h, et ben on va prendre les données de hier à 19h et on va se dire que c'est les prédictions d'aujourd'hui, enfin de maintenant. Et on le compare, ce modèle naïf, donc qui sert juste au final à récupérer les données de la veille et à considérer que ça sera les données à prédire du lendemain, et on le compare à notre fameux modèle A et modèle B. Et après, ici, là, ce que j'ai représenté, c'est j'ai testé sur 20 jours consécutifs. Donc c'est comme si je testais sur tout le mois de février. Chaque jour, je regardais quel est le modèle qui gagnait. Et on voit que globalement, c'est le modèle B qui gagne. Le modèle B semble donner de meilleurs résultats. Mais bon, c'est quand même des résultats nuancés. Ce qui est sûr, c'est que le modèle naïf est bien le modèle qui finit toujours dernier. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Et en final, quand on regarde le modèle A et le modèle B un peu plus dans le détail, on se rend compte que la différence entre les deux modèles est vraiment très très faible. Et surtout, ce qu'on a remarqué, c'est que finalement, on pourrait envisager que les deux modèles cohabitent, parce que le modèle B, qui prend vraiment en compte l'effet campagne, il devient intéressant quand justement la campagne elle a été observée assez longtemps, alors que le modèle A, vu qu'on peut pondérer par toutes les probabilités d'appartenance d'une campagne à ces différents groupes, là, ce modèle-là, il serait plutôt à considérer si la campagne n'a pas diffusé trop longtemps. Donc ça, c'est des travaux qui sont toujours en cours, donc je n'ai pas de conclusion très fixe à vous donner, mais voilà à peu près un aperçu de ce à quoi peut servir tout le travail de clustering qui a été fait avant. Donc au final, cette étape de clustering, elle a duré longtemps, enfin presque 2 ans. Et je me suis dit, quand on a posé le modèle théorique sur le papier, on avait envie de tester justement sur nos données et on a cherché en R s'il y avait une librairie qui permettait
justement de faire ce modèle de mélange, ce fameux algorithme EM, avec la typologie des données qu'on a. De ce qu'on a cherché, bon, peut-être que notre recherche n'était pas exhaustive, mais on n'a pas trouvé. Donc on s'est dit, quitte à développer quelque chose, autant essayer de le rendre disponible si un jour ça intéresse quelqu'un d'autre. Donc on s'est lancé dans la création d'un package. Donc ça a été une des surprises de cette thèse, mais c'était très intéressant, vous allez voir. Donc au début, bon, je savais pas, j'avais regardé le nombre de packages qu'il y avait sur R, il y en avait presque 20 000, donc je m'étais dit, bon, il y en a beaucoup, ça doit être faisable, quoi. Donc j'ai pris ce livre un peu de référence et qui déroulait toutes les étapes. Et je me suis dit, enfin j'avais commencé ça au début de l'été, je me suis dit, bon, ça va vite être bouclé, voilà, on pourra passer à autre chose et partir en vacances. Bon, au final, ça s'est avéré un peu plus compliqué que prévu. Et donc l'idée là, c'est de vous faire un peu un retour d'expérience de ce que développer ce package m'a appris, et surtout en tant que non-développeuse de base, quoi, en tant que data scientist, enfin statisticienne, bref, ce que vous voulez. Donc comment je faisais jusqu'à du coup l'été dernier. Donc je développais avec RStudio, j'importais mes packages, je faisais déjà des fonctions, ce que je trouvais déjà plutôt pas mal. Ce qui n'est pas le cas de tous les gens qui développent en R, donc j'étais plutôt contente, j'importais mes fonctions. Mon algo-M, je faisais une petite fonction de 200-300 lignes, qu'il n'y a que moi qui pouvais comprendre, mais bon, c'était pas très grave parce qu'il n'y a que moi qui travaillais dessus. Et après, j'appelais ma fonction pour essayer de voir qu'est-ce que ça donnait si on avait 2 groupes de campagne, 3 groupes, 4 groupes, 4 groupes. Et pour lancer tout ça, parce qu'on avait quand même beaucoup de données, je ne pouvais pas le faire sur mon ordi. Donc, on a de la chance au labo de maths, on a un cluster de calcul disponible. Donc, je lançais mes calculs et le matin et l'après-midi, j'allais voir les résultats, quoi. Bon, je me suis vite rendu compte que si je voulais rendre ce package accessible, il y avait quand même pas mal de boulot. Donc déjà, j'avais nommé mes variables vraiment de manière trop spécifique au contexte de la publicité. Donc déjà, il a fallu essayer de renommer des choses pour rendre le code un peu plus générique. Et j'ai essayé de mieux structurer mes fonctions aussi. Bon, ça c'est l'étape assez basique, mais il m'a fallu quand même créer un package pour m'en rendre compte. Après, j'ai découvert les tests. Je ne savais même pas que ça existait avec R. Donc ça a été une belle découverte. Donc il y avait toute une nomenclature à respecter, avec des noms, à indiquer le contexte, qu'est-ce qu'on veut tester, quel type de test on veut faire, et on peut même spécifier les types d'erreurs qu'on veut avoir. Ce qui est très intéressant en tant qu'utilisateur de R, parce que souvent on est très frustré avec R, avec des erreurs qu'on ne comprend pas. Donc si la personne qui fait le package met un peu de contexte dans les erreurs, c'est appréciable. Et puis il y a plein de tests possibles. Donc voilà, j'avais fait mes tests. Donc voilà, j'étais contente de voir que les 30 tests que j'avais fait passer, nickel, aucun fail, aucun warning. Après, il y a toute une partie documentation, qui est un fichier qui est aussi obligatoire si on veut soumettre un package avec R, donc avec le nom, un petit descriptif, la version de R minimale, les dépendances, etc. Les fonctions, faut aussi un peu les documenter. Il faut penser aux autres qui utilisent notre package, on espère. Et ça nous est arrivé à tous, je pense, en tant qu'utilisateurs, de voir des fonctions non documentées et on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça sert. Donc là, c'est pour donner un peu de lisibilité à notre utilisateur. Après, on propose un exemple. Donc là, ici, j'ai pris un jeu de données de Tableau, très réduit, mais juste pour montrer un peu l'idée de l'algo. Donc là aussi, c'est bien de documenter notre exemple, quelle est la variable à prédire, quelles sont nos variables explicatives, etc. Pour que la personne puisse reproduire l'exemple, mais aussi le comprendre. Et si on est très motivé, on peut même faire une vignette.
Donc la vignette, c'est un exemple, mais plutôt en mode tutoriel, donc vraiment en pédagogie pour expliquer. Ça va de comment on installe le package à vraiment un use case assez précis de comment utiliser telle ou telle fonction. Donc bon, ça c'est un bonus. Moi je sais que quand les packages ont ça, j'aime bien parce que ça me permet de bien comprendre. Donc je me suis dit, allez, je vais essayer de faire plaisir moi aussi. Et enfin, la dernière étape, donc là ça a été le bonus du bonus. Donc j'expliquais à mon collègue data ingénieur, Paul. Je lui dis, ah, je suis en train de faire mon package et tout ça. Et il me dit, ah, tu vas faire de la CI. J'étais là, je sais pas ce que c'est, donc je peux pas trop te dire. Et il me dit, mais si, t'inquiète, je vais t'aider, c'est facile et tout. J'étais là, non, non, mais c'était déjà assez compliqué pour moi de développer mon package. J'allais pas en plus quelque chose que je connaissais pas, quoi. Il me dit, non, non, mais je t'assure, viens dans la salle de réunion. Franchement, en une après-midi, c'est bouclé, t'inquiète et tout. Donc je me suis dit, bon, allez, je vais écouter ce que Paul a à me dire. Donc moi, ce que je faisais jusqu'à présent, quand j'avais développé mon package, mes tests, etc., j'allais dans mon terminal, j'ouvrais R et je checkais si mon package était bien buildé, si les tests passaient dans mon environnement à moi, dans mon PC, quoi. Et donc j'avais toute une liste de lignes de commande qui défilaient pour me dire, bon ben c'est bon, ton package, il a bien été buildé, zéro erreur, zéro warning, etc. Mais par contre, je ne savais pas vraiment ce que ça donnait sur d'autres environnements, quoi. Je n'avais pas ce recul-là. Donc, Paul m'a expliqué gentiment comment fonctionnait ce fichier-là, en me disant, bah voilà, tu donnes une image et là, tu vas pouvoir tester toutes les étapes de ton package. Donc, le build, est-ce que les documents passent bien? Est-ce que la vignette est OK? Est-ce que les checks sont OK? Est-ce que les tests sont OK? Est-ce qu'on peut bien l'installer sur cet environnement-là? Donc au début, c'était très frustrant, j'avais des fails en tout genre. Mon package n'était jamais déployé jusqu'au bout, ça ne marchait pas. Mais Paul a été patient. Et au final, maintenant, du coup, dès que je commit quelque chose sur mon package, je peux m'assurer que tout le pipeline continue d'être fonctionnel et que l'amélioration ou le fixe que j'ai fait à mon package n'impacte pas toutes ces étapes-là. Donc, ce que j'en ai conclu, c'est qu'au final, j'étais très frileuse à l'idée de me lancer là-dedans, parce que, comme je vous l'ai dit, je suis statisticienne de base, et ça me paraissait un truc de développeur, quoi. Et au final, ça m'a permis d'avoir plus confiance en mon code, que quand je sais que quand je modifie quelque chose, et que si ça passe ces tests-là, je sais que si quelqu'un veut utiliser mon package, ce sera bon aussi pour lui. Et puis, ça m'a surtout appris plein de bonnes pratiques de développement que je savais qu'il fallait que je m'y mette un jour, mais clairement, je repoussais ce moment parce que je travaillais surtout dans mon coin. Et là, de pouvoir de pouvoir diffuser ce package, ça m'a permis vraiment de développer ces compétences-là. Dernière étape du package, il faut soumettre du coup auprès de R notre package. Donc là, ça a été une suite d'échanges de mails pendant plusieurs mois où il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Donc j'avais mis T et un F au lieu de true et false, et du coup ça leur allait pas. Enfin bref, plein d'erreurs comme ça où j'ai dû resoumettre une dizaine de fois mon package jusqu'au jour où ils m'ont dit c'est bon. Donc c'est bon, mon package est disponible pour tout le monde. Donc si vous voulez le télécharger, n'hésitez pas. Donc voilà. Donc les choses à retenir, enfin le message en tout cas que j'ai essayé de faire passer, c'est en tant que statisticien, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais il ne faut pas avoir peur de créer son package. Moi, ça me faisait un peu peur, mais au final, ça m'a appris beaucoup de choses. Et puis c'est quand même gratifiant de voir qu'on a pu mettre à disposition son travail. À l'attention des développeurs, R, c'est pas que pour les chercheurs qui sortent jamais de leur labo. Enfin, il y a plein de choses à faire avec R. On peut faire des algorithmes poussés. La librairie et la communauté est vraiment très grande. Et du coup, n'hésitez pas à découvrir le langage et à vous rapprocher de gens, comme moi ou d'autres, qui en font si vous avez des questions.
Et puis voilà, le dernier message à l'attention de tous. J'espère que vous avez, à travers ce petit use case, vu que les maths, ça pouvait servir vraiment à quelque chose. Et puis que R, c'est aussi un langage qui peut être associé à la data science. Enfin, je sais que Python est beaucoup plus hype que R actuellement, mais je pense que les deux peuvent très bien cohabiter et ça dépend un peu des problématiques qu'on a. Voilà, c'est tout pour moi. Merci.